Le 5 majeur des années 80. Oh la violence. Ouais. Là on est sur du gros steak. Hein. Bah, on rentre dans des décennies où on a fait donc les années 60, les années 70, hein, c'est à voir sur la chaîne. Oui. Ça va devenir violent là. Ça va devenir très très violent, je pense que là on peut le dire. On rentre petit à petit dans ce qu'on appelle l'ère moderne. Oui. Voilà, sans blasphème pour les On va s'occuper de la décennie qui est une décennie d'icônes. De ouf. Non pas qu'il n'y en ait pas eu après, mais là il y a vraiment des icônes, on va pouvoir en parler en long. Les médias qui commencent à s'en mêler. Exactement. Plus d'images. On va pouvoir en parler en long large le temps que les gens s'installent. Comme d'habitude, en vous faisant la bise, en espérant que vous avez passé un bon week-end, c'est la petite série de l'été. Tous les lundis, il y a un petit 5 de décennies qui tombent. On a donc fait, comme tu l'as dit, 60 et 70. Allez-y, débattez, regardez-les, on s'est fait plaisir. Maintenant, on attaque les 80s. Et donc là, Alex, avant de parler des critères, les années 80, en effet, c'est vraiment un virage déterminant pour l'évolution de la NBA de façon globale. Pas grave. David Stern qui débarque en 84. En 84, il y a une petite draft assez sérieuse. Oui, et puis même avant ça, en 80... Et même avant ça, il y a eu des drafts sérieuses, mais 84 est vraiment une année clé. Oui. David Stern qui arrive, et lui, David Stern, il vient pas là parce qu'il aime le basket, hein, mais il vient là pour nettoyer la NBA et en faire un business. Et on a un vrai businessman, un avocat qui va être là genre ok, on va tout gérer. On va gérer, on va mettre des règles, on va mettre des conditions. On va arrêter la drogue dans tous les sens. On va gérer nous-mêmes nos droits télé. Voilà. On va faire des franchises, on va faire de l'expansion. C'est le premier qui réfléchit concrètement à d'autres franchises, etc. Pour un nouveau système. Non, c'est un énorme chamboulement et donc avec notamment le point majeur, évidemment. La rivalité Lakers-Celtics avec donc Magic contre Bird et des droits télé avec CBS, je crois, c'est ça dans les années 80. À ce moment-là. Où là, avant, malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas, il fallait regarder. Pour regarder les matchs, Alex, il fallait regarder des rediffusions ? Oui. Putain. Des rediffs où impossible. Ça s'écoutait beaucoup à la radio aussi. Ouais. Les seuls lives, je crois, c'était en NCAA, qui avait des matchs en direct. C'était un peu compliqué. Donc effectivement, là, t'as la rivalité Magic, Bird, Celtics qui dépasse Lakers. En plus le terrain, c'est social, c'est ouf, c'est noir contre blanc, c'est Colgate contre Timberland. C'est pas noir contre blanc, c'est un black des quartiers pas évidents de Détroit, si je dis pas du Michigan en tout cas, hein, si je dis pas de conneries, qui est contre l'autre, le meilleur joueur en face, c'est un blanc de l'Indiana. De l'Indiana, donc du redneck, qui joue pour Boston, quand même pas réputé pour être une ville. C'est quand même... Voilà, je ne vous dis pas d'où vient le Ku Klux Klan, on fera des vidéos en plus long plus tard. Donc tout ça se mélange, les deux mecs, d'abord il y a une rivalité, puis après on comprend bien qu'ils sont amis. Oui, voilà, etc. Clairement, c'est un énorme respect. C'est juste énorme en termes identitaires ce qui se passe là, c'est-à-dire que même un mec comme Jordan qui débarque en 84 n'est pas encore... Identitairement, c'est énorme. Médiatiquement, ça commence à être très lourd. Et en termes de business, ça commence. David Stern comprend tout de suite qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose de très très lourd à faire. En plus, on a une profusion de joueurs, de malades. Parce que j'ai cité la draft 84, mais il y a les drafts d'avant, mais même. Dans toutes les années, là, il y a des rookies qui arrivent et qui vont après faire. Tiens, on va peut-être faire la Dream Team de 92. J'étais Hall of Famer. Tiens. Voilà, exactement. Donc, du coup, on va rappeler les critères évidemment, mais ça, c'était juste pour expliquer les années 80 dans son ensemble. Alex, t'es chaud pour les critères? Juste pour les gens qui débarqueraient maintenant, si vous les voulez, les autres critères, vous allez dans les autres vidéos, on va rapidement les présenter. Alex, le premier, c'est qu'on essaye de faire donc le meilleur 5 majeur, meneur, arrière, ailier fort et pivot. 5 qui tiennent à peu près la route. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut décaler un joueur et tout, on va le faire. Mais il faut que ça ait du sens. Exactement. Qu'il puisse. C'est-à-dire que dans les années 60, par exemple, no spoiler, mais on a pu mettre 2 joueurs qui avaient le même poste, mais sur les postes d'ailier fort et de pivot. Mais ça se tenait la route parce qu'on essaie de représenter au mieux la décennie. Donc ce ne sont pas les 5 meilleurs joueurs, mais le 5 majeur. Et des fois, ça peut être les... Pas forcément très loin des 5 meilleurs joueurs. Exactement. Autre critère, Alex, ça tu peux nous en parler un petit peu rapidement. On se base surtout des statistiques, du palmarès, de l'impact, autre chose, du style. Du style de jeu, parce que les années 80, faut pas oublier que c'est la période NBA où... Après, il faudrait checker les stats exactes, mais je crois que c'est la période où ça jouait le plus vite en fait. Ça joue extrêmement vite, on a du scoring dans tous les sens. En termes de pace, c'est complètement fou. En finale NBA, c'est du 132 à 112, c'est un match discret. Ouais, voilà. On a les Nuggets de l'époque qui avaient fait combien tu sais, les spéciales dédicaces à tous ceux qui disent que ça défend plus aujourd'hui. Oui, voilà, mais les Nuggets, on se souvient de l'époque qui mettaient des 124 points par an. Le match le plus ouf, le plus Détroit contre Denver. Haut score, c'est le Détroit Denver. 186, 184, si je dis pas de bêtises. Il y avait Isaiah Thomas sur le terrain, il y avait Bill Laimbeer sur le terrain. Kiki Van de Wege, on va en parler, un de tous ces gars. Il y avait Alex English. Il y avait toute la troupe, on va en parler avant que l'épisode devienne après un gros lockdown défensif dont on parlera par la suite. Donc ça, c'est à peu près pour les critères. Et puis, bien évidemment, on va répéter
les noms au fur et à mesure pour qu'on soit sûr que vous les ayez, que vous fassiez vos recherches, parce qu'on sait que c'est aussi une partie importante de ces apéros. On va les appeler aussi, comme ça peut aider aussi. Non, parce qu'il y a certains, c'est exactement, et puis on mettra pas les photos, vous pourrez aussi échanger, parce qu'on a vu plein de commentaires, et on vous fait plein de bisous, parce qu'on a vu, vraiment, on a vu des commentaires là sur les premières vidéos, c'était cool, ça échange, ça débat bien. C'est intéressant en fait, les 5 de décennie. Forcément. C'est toujours difficile de comparer, mais c'est un sujet intéressant. On attaque, Alex ? Ouais, vas-y. On retrousse les manches, parce que là, pour le coup, on va commencer avec le poste de meneur, et donc, comme d'habitude, on fait toutes les mentions, et ensuite on coupe. On prend le premier, le number one. Quel nom te vient tout de suite à l'esprit, Alex ? On parle des années 80, meneur. Isaiah Thomas. Je réponds avec Magic, mais bon, voilà, c'est les deux premiers noms qui viennent à peu près à l'esprit, c'est pas mal du tout. Isaiah qui est souvent oublié dans les années 80, franchement, alors que pour le coup... c'est le mec le plus oublié de l'histoire. D'accord. Oui, par rapport à ce qu'il est fort, c'est le mec le plus oublié de l'histoire. Je dirais pas de tous les joueurs, mais bon, c'est pas mal. Par rapport à son niveau c'est le mec le plus oublié de l'histoire. On parle jamais de lui. Ok, très bien. Genre, il était bon, quoi. Il était pas mauvais, quoi. C'est genre. Non, mais c'est vrai qu'ils un top 3 meneur all time. Oui, voilà. On vient de commencer. Regardez après la suite et après on a les années 90 donc, en plus. On a Magic évidemment. Donc Magic et Isaiah qui en plus à la base sont copains après ce clash. Enfin, c'est toujours une histoire compliquée pour ceux qui le savent pas aller lire, notamment là-dessus. Il y avait pas mal de problèmes par la suite dans les années 90. Autre joueur qui débarque aussi, un certain John Stockton de la draft 84. C'est pas mal, un meilleur passeur de l'histoire. Enfin, passeur le plus prolifique de l'histoire de l'NBA. À la main, tu peux éventuellement. Après, évidemment, faut le citer, mais je pense pas qu'il rentrera dans le 5, mais tu vois, Dennis Johnson. Ah bah, et comment qu'il faut le mentionner ? Oui, le mentionner, évidemment, mais je veux dire, après, il est quand même moins fort que les gars qu'on vient de citer. Ah bah, Maurice Cheeks aussi, on peut le mentionner. Voilà, il y a des mecs Maurice un petit peu grave. Mo Cheeks et Dennis Johnson, attention, on parle pas de n'importe qui, c'est quand même des mecs, bon, plus Dennis Johnson que Mo Cheeks, personnellement, mais Dennis Johnson bien lourd, défensif, avec des bagues à Boston et tout le boulot. Autre joueur qu'on peut mentionner, mais ça c'est vraiment pour les spécialistes. Fat Lever. Sleepy Floyd, ça c'est des noms de base. C'est des bons noms. Ça c'est des bons noms. Sleepy Floyd et Fat Lever, ça c'est du triple-double, du bon score, etc. Donc là c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme meneur ? J'avais pu voir, mais non, c'était vraiment Dennis Johnson, moi pareil, et Mo Cheeks. Daniel, c'est pas vraiment un meneur. Non, là pareil, on est sur des gars qui taffent un peu, mais bon. Voilà pour la main, à peu près. Et donc on va devoir couper. Oh bon, honnêtement. Il n'y a pas de débat. Non. C'est Dennis Johnson. C'est Magic. On a 2 top 3 meneurs. Voilà, il faut prendre le numéro 1, c'est Magic, point barre. On peut le dire, tu mentionnais là tout à l'heure sur cette décennie qui est absolument ouf, absolument iconique. Dans la plupart des top 10 meneurs all-time, t'as déjà 3 des 4 meilleurs meneurs d'histoire. Isaiah, Magic et Stockton. Qui sont des années 80. Qui sont des années 80. Enfin, du moins, qui démarrent dans les années 80. Voilà. Après, il y a que Stockton, en fait, qui va vraiment aller dans les années 80. Et qu'on va mentionner dans l'autre vidéo, vous en faites pas. Potentiellement. Il y a moyen. Mais pour le coup, les années 80, elles sont à Magic. Elles sont à Magic. 5 titres. 9 fois en finale. 5 titres, 9 fois en finale, je crois. Oui, je crois que c'est 9 finales à Magic. C'est pas vrai, sérieux ? Si, je crois que c'est 9 finales à Magic. Qu'est-ce qu'il loupe ? Il loupe que... Non, c'est pas vrai. C'est peut-être ça. Cite-moi une année où ils sont pas en finale. Je sais qu'ils vont pas contre Boston 86, Boston contre Houston. Voilà. Ça, c'est 86. Et c'est tout ? Je sais pas, trouve-moi une année où les Lakers sont pas en finale. Ah ouais, non, c'est vrai. Ils sont complètement ouf. Et 80. Puisque c'est 80, il est MVP du Ah oui, c'est les Lakers, pardon, je parlais de Boston. Non, Magic est en finale tous les ans, sauf en 86, si je dis pas de bêtises. 5 fois champion. 5 fois champion, correct. Plusieurs fois quand même monstrueux. Un petit peu décisif. Ouais, 3 fois MVP des finales. Oui. Et un petit peu décisif aussi. Je rappelle qu'en 80, monsieur était rookie. Oui, et puis. Monsieur a pris la place de Kareem Abdul-Jabbar qui était blessé. Dans le Game 7. Monsieur a envoyé 42 points, 15 passes décisives, 15 rebonds et 7 passes. Voilà. En étant rookie, une petite chose. Voilà, imaginez Ben Simmons. Skyhook, parce que comme Kareem Abdul-Jabbar était pas là, il s'est dit, je vais faire des Skyhook. Le Junior Baby Hook, on s'en souvient, est magnifique à Boston. Carrière incroyable, Magic Johnson, on le donne. Je vérifierai, mais je crois que c'est 9 finales. 5 bagues. 3 fois MVP des finales. Un back-to-back. De toute façon, c'est Magic. C'est Magic Johnson. À un moment donné, c'est le Showtime. C'est pas grand-chose à dire. C'est tout en fait. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Arrêtez avec les autres. C'est réglé, c'est Magic. Même moi qui suis un grand adorateur d'Isaiah Thomas, je ne peux que m'incliner. Le plus sous-estimé de l'histoire, Isaiah Thomas. C'était quoi le titre que tu voulais mettre ? Non, j'ai pas dit sous-estimé. J'ai dit quoi ? Je sais pas. On reverra la vidéo. Non, j'ai pas dit sous-estimé. J'ai dit sous, je sais pas quoi. Bref, sous-côté. On passe au poste 2 ? C'est pas faux. C'est pas faux, mais on verra. On passe au poste 2 ? Allez, tout de suite, on enchaîne avec quelques noms qui vient en 84, pareil. Un Clyde Drexler. Ouais, Michael Jordan aussi qui débarque aussi en 84. Michael Jordan, Jordan, pour ceux qui cherchent les noms des joueurs. Ouais, Clyde Drexler, SURCOTE, accent aigu, aussi. On peut le faire dans tous les sens. Non, il y a pas mal de bons arrières comme ça, j'en mentionne quelques-uns. George Gervin, il est encore là, on peut le dire, ça est l'autisme. George Gervin est encore là. Il est encore là, oui. George Gervin ?
ou Julius Erving? Non, George Gervin. Ouais, Julius Erving aussi. Oui, mais plus à l'aile. Mais c'est plus à l'aile, t'as raison. George Gervin. Sidney Moncrief. George Gervin, j'ai tendance à le mettre plus à l'aile. Sidney Moncrief, 2 fois défenseur de l'année, les 2 premiers titres. Quand même. Client sérieux. Oui, et puis on l'a souvent mentionné, l'équipe de Milwaukee des années 80 qui est très sous-estimée elle aussi. Michael Cooper, alors en arrière, ça. Ouais, j'aurais plus mis elle parce que c'est Byron Scott c'est plutôt Byron Scott qui est arrière. On a aussi du Joe Dumars, tu connais ou pas? Oui, tout à fait. Voilà, je le mentionnais plus dans les 90, mais il débarque et il fait le taf dans les années 80. Oui, bien sûr. Ouais. Ah non, mais il est lourd. Un peu MVP des finales en 89 quand même. Tout à fait. Nous avons aussi. Oui. On peut le mentionner dans les gars. Il est là. Oui. On a aussi du côté de Dallas un des meilleurs scores de l'histoire de Dallas, Rolando Blackman. Tout à fait. Walter Davis. Mais il y a tellement de clients en fait. Et puis avec juste un blaze, on est obligé de le mentionner quand même parce que c'est une petite légende urbaine, World B. Free, qui était là aussi dans les années 80 et qui scorait de la vingtaine au poste d'arrière. Petite boule tankée qui scorait bien. Alex English, on est d'accord, on le fout à l'aile. Oui, on attend pour Alex. Il y avait David Thompson encore, début des années 80. Peut le citer. Arrière, très sérieux, gros client. Voilà pour les arrières à peu près. Oui, c'est pas non plus la décennie où il y a les arrières les plus fous de l'histoire. C'est un peu comme les meneurs là. Il y en a quelques-uns, il y a du monde sérieux. Par contre, au moment de choisir, il n'y a pas trop de discussion. Michael Jeffrey Jordan. Ah bah ouais. Là c'est obligatoire. Il ne fait que 6 ans dans les années 80, mais ça suffit. Déjà, il est MVP. Et MVP, il est défenseur de l'année, il est meilleur scoreur. Il est MVP, si je dis pas de bêtises, en 88, il est aussi meilleur défenseur. Tout à fait, il met 37 points de moyenne 2 saisons auparavant. Voilà, et la saison d'après, il fait une saison en 32,5, 8-8. Tu peux refaire 54% au tir, 32,5 points, 54% au tir, ce qui est correct. 8 rebonds, 8 passes, et puis il doit y avoir 10 triples-doubles. Il doit y avoir 15 triples-doubles même. Et il doit y avoir 2,5 interceptions, une petite chose comme ça. 80 matchs et 42 minutes de moyenne. Enfin, voilà. Les petites saisons de Jordan. Et il n'est pas MVP, par contre, parce que en 89, parce que vous irez voir, il y avait du monde. Non, mais c'est ça aussi qu'on doit mentionner et tout ça, parce que. Mais ça statait à mort. Ça jouait très vite. Voilà. Et donc ça stat à mort. Ça stat à mort, et puis surtout, on parle beaucoup d'individualité, mais dans le cas de Jordan notamment, les années 80 de Jordan, il ne va pas très loin. Pas avant 88 quoi. Avant 88 voilà. Donc forcément, c'est une décennie où certes Jordan est très ouf au niveau identitaire, mais il y a des équipes beaucoup plus fortes. Ouais, dans la division centrale. Quand tu dois te taper les Celtics de Bird, les Pistons de Joe Dumars, les Bucks Thomas, Bill Laimbeer, les Cavs qui étaient chiants. Voilà. C'était lourd. Les Cavs de Price, et après, de quand tu sors en face, il y a les Lakers. Bonheur. Parce que donc on a vu que les mecs ils étaient un petit peu présents. Donc bref, meneur, Magic Johnson, arrière, Michael Jordan. Je pense qu'à l'aile on va pouvoir se régaler aussi. On passe au poste 3. Et alors à l'aile, attention, là on nettoie bien les oreilles, on ouvre parce que au niveau des ailiers dans les années 80, c'est peut-être le poste le plus fourni. C'est ouf, c'est le plus fourni, Alex. Oui, t'as raison. Premier nom qui vient à l'esprit, numéro 33 de Boston. Ah pardon. Oui, numéro 33 de Boston. On le fait rapidement parce qu'après je pense qu'on va en parler en long et en large. Tu mentionnais Alex English? Larry Loiseau. Donc le numéro 33 de Boston. Tu mentionnais Alex English? Donc l'oiseau s'écrit B-I-R-D. Oui. Alex English, oui, je le mentionne, je fais plus que le mentionner. C'est un des meilleurs ailiers scoreurs des années 80. Même de l'histoire. C'est un malade. D'ailleurs, une English, pour ceux qui savent, c'est le petit. Quand tu fais un lay-up avec le petit effet, ça s'appelle une English. Donc je vous laisse faire le rapprochement avec le joueur. Tu crois que c'est un rapport avec son famille? Tu crois? Voilà. Donc Kiki Van de Vega, je vais le mettre en 4. Je vais le mettre en ailier fort. Il est en 4, mais par contre, là, pareil, on peut continuer. Adrian Dantley. Mark Aguirre. Oui, Mark Aguirre. Adrian Dantley. Adrian Dantley. Là aussi, un meilleur score d'année. Une ou deux fois, je crois, pareil. Qui était à Utah avant d'aller à Détroit, je crois. Utah avant d'aller à Détroit. Mark Aguirre. C'est du 30 points de moyenne. C'est du Dallas avant d'aller à Détroit. Tout ça, ça passe par Détroit. Ça aimait bien aller se fristouiller avec les ailiers. Je peux te mentionner un nom maison ou pas? Vas-y, je t'en prie. Comment il s'appelle déjà? Dominique Wilkins? Je sais pas qui c'est. C'est pas mal aussi. C'est pas le gars qui s'est fait voler au concours de dunk en 88? Si, dans toutes les années. De toute façon, il aurait dû l'avoir 5 fois le concours de dunk. Dominique Wilkins, on est obligé de dire, The Human Highlight Film, le mec, c'est juste. Enfin, on pourra après hiérarchiser les ailiers, mais dans les ailiers des années 80, Dominique est juste ouf. Le duel en 86 contre Larry Bird en Game 7. Game 7. Absolument ouf. Score incroyable. Il y a eu 30 points de moyenne sur des saisons. Non, c'était très chaud. Ça commence à être pas mal. Autre petit ailier qu'on peut mentionner juste pour finir, la fin de carrière de Julius Erving aussi qui est propre, puisque c'est là qu'il remporte sa bague en NBA. Puisque avant il a 2 bagues en ABA, mais là il remporte enfin sa bague avec les cheveux courts, avec le maillot blanc, avec le Rock the Cradle sur Michael Cooper, etc. Donc, non, c'est sérieux. Julius Erving est un peu vieux, mais il tape encore du moulin. 83 dont on parlait. Enfin, je veux dire, le move là de Julius Erving quand il passe ligne de fond et qu'il fait son reverse, on est dans les 80s puisque c'est la finale. C'est très sérieux. Et puis enfin, pour finir, on peut aussi le mentionner, notre ami Jamal Wilkes des Lakers. Pareil, c'était un petit peu la 5e roue du carrosse, mais une à 22 points de moyenne. Sérieux. Voilà, c'est pas mal du tout. Et donc Michael Cooper, on le met là aussi? Michael Cooper, on le mentionne aussi là? Ouais. On le met à l'aile, quoi. Défenseur très lourd. Très lourd. On doit couper Alex, qui on prend?
Qui dit Magic, qui dit Jordan dit... Bah, je crois pas qu'on puisse faire autrement que de prendre Larry Bird là. Non, Larry Legend. Il n'y a pas de discussion. Oui. Il y a du client, mais il n'y a pas de discussion en fait. Et pour continuer dans les blasphèmes, pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez voir les top 10 shooters all time. Moi, je l'ai mis en meilleur shooter de tous les temps. Alors ça je sais que t'es pas d'accord avec ça, mais voilà. Je sais, mais bon, dans tous les cas, vu que tu as fait Isaiah Thomas, j'égalise. Pour le coup, Larry Bird, on le met là parce que juste c'est Magic versus Larry versus Magic. Larry incroyable sur les 80s, il y a les titres, il y a l'équipe, il y a le jeu, il y a tout quoi. Non, Larry Bird, meilleur ailier des années 80 sans aucun souci pour moi. Et accessoirement pour certains, premier ou deuxième meilleur ailier de tous les temps. Oui, bon, ça c'est une autre discussion. Ça c'est un autre débat. On le fera aussi, celui-là. On l'apéro. Non, on l'a fait les ailiers. Ah oui, on a fait les ailiers. On a donné notre avis d'ailleurs. Mais on fera un LeBron versus Larry Bird, on le fera en long et en large. Tu verras, l'autre il va se faire chier, il va dire que c'est un truc de 3 minutes. Bon, bref. Donc, du coup, on récapitule juste. On récapitule juste, on a donc Magic, Jordan, Bird, meneur, arrière, ailier. On va devoir passer un petit peu à l'intérieur. On enchaîne avec les postes 4. C'est parti, du coup, quels noms viennent un petit peu à l'esprit? Des gars qui peuvent débarquer comme ça. Oui. Je déconne. Charles Barkley. Ça c'est sérieux. Ça débarque en 84. Oui, puis c'est tout de suite très lourd. Hein. C'est double-double, tout de suite. Et puis c'est pas des petites stats. Hein. Non. Je crois que c'est en 88 ou en 89, il est meilleur rebondeur de la ligue avec 14,5 rebonds. Non. Et puis là, il y a la 25e de points. Enfin, c'est plus petit meilleur rebondeur d'une saison de tous les temps, hein, monsieur Charles Barkley, mine de rien. Qui faisait déjà le boulot avant d'aller à Phoenix à Philadelphie. Donc bon, gros client de Charles Barkley. Le roi du poste, on peut le mentionner aussi, Kevin McHale. Grave, on a Karl Malone qui est arrivé en 85 si je dis pas de bêtises. Tout à fait, dans la même draft que Pat Ewing. Il était sérieux tout de suite. Tout à fait. J'avais juste besoin de faire un petit peu le penchant pour Kevin McHale parce que lui aussi c'est un joueur qui est souvent non mais oublié. Kevin McHale sur les années 80. Parce qu'au poste là. Et puis en défense il défend bien plus que ce qu'on pouvait croire. Ouais. C'est très sérieux Kevin McHale. Moi Kevin McHale je le mets sur les années 80, je le mets au-dessus de Barkley Malone. Sur les années 80. Sur la décennie des années 80. Oui, j'ai bien dit sur les années 80. En termes de tout, d'ailleurs Barkley le dit, c'est le joueur le plus dur à défendre qu'il a eu de sa carrière. Hardcore Kevin McHale, on était obligé de lui rendre un petit peu hommage. Terry Cummings aussi qui avait fait le taf, qui était pas mal, gros client physique. On avait du Kiki Van de Hege, puisque tu mentionnais. Ouais, aussi tout à fait. Tom Chambers fait des grosses stats à Phoenix à cette époque-là. 80, Tom Chambers, c'est pique hein. Kiki Van de Hege, on devait aussi le mentionner puisque tu l'avais parlé un petit peu avant dans les ailiers. Gros scoreur. Bizarre, joueur bizarre mais très gros scoreur, vraiment très peu, pas orthodoxe du tout, drôle de geste de tir, drôle de technique, mais ça rentre. Hein. Et puis enfin pour boucler, Larry Nance. Oui, Larry Nance. Larry Nance aussi, ça fait le boulot. C'est de chez toi ça, non? C'est passé chez moi. C'est passé chez toi. Ouais. C'est passé combien de temps? 4 ans. Aux Suns, hein, quand on dit chez lui, c'est aux Suns. On soit d'accord, moi des fois c'est Atlanta, c'est San Antonio, on sait pas trop. Voilà. Du coup, on va devoir couper. Et là, Alex, est-ce qu'on va blasphémer un peu? Bah là, moi, c'est un peu compliqué. Je vais prendre un mec qu'on n'a pas cité, moi. Pareil. Ah, on a peut-être le même? Ouais. Je vais prendre un pivot qui a beaucoup joué ailier fort dans sa carrière. Ouais. Ah oui, il l'a fait. On a peut-être le même. On a Moses Malone. Parce qu'en fait, on se retrouve dans le même cas que les années 60, si je peux me permettre. Hein, quand on a vu, enfin, vous irez la voir, pas de spoiler, hein, Alex, pas de spoiler, mais pour le coup, on a été obligé de mettre 2 pivot dans la raquette des années 60. Là, on est obligé de mettre Moses. Moses est trop ouf dans les années 80. Il a joué ailier fort dans sa carrière. Exactement. Il l'a fait. On est obligé de lui filer en tout cas un poste dans le 5 majeur parce que Moses, c'est pas un stretch 4, hein, non, clairement. Non, on n'est pas dans la NBA moderne. Mais bon, les années 80, de toute façon, des stretch 4, il n'y en avait pas des masses. Incroyable rebondeur offensif, Moses Malone. Monstrueux rebondeur tout court. Le président des rebonds, c'est un petit peu son surnom. Ça peut être pas mal. Hein. D'ailleurs, RIP, hein, parce que Moses, RIP, parce que ça fait un an. Il nous regarde de tout là-haut. Ça fait un an à peu près. Ouais. Mais moi, je veux forcément, si je fais une raquette des années 80, je mets forcément Moses dedans. Faux. Et donc, comme au pivot, j'ai d'autres projets, je le mets lié fort. Tout à fait, pareil. Juste pour le mentionner rapidement un peu sa carrière, début des années 80, il est 2 fois MVP, si je dis pas de bêtises. Et MVP des finales. Et MVP des finales, le fameux faux où il bat les Lakers en mettant un sweep, je crois. Il est MVP avec les Rockets, MVP 2 fois avec les Rockets et MVP des finales avec les Sixers, si je dis pas de bêtises. Ou c'est peut-être 2 fois Sixers et 1 fois Rockets, je sais pas, c'est un truc comme ça. C'est peut-être toi, en effet. Je te fais confiance là-dessus, de toute façon, pour TBNL, je te fais confiance. Je sais plus. Non, mais Moses, je sais plus, parce que c'est. En tout cas, il a fait Houston, c'est lui qui accueille Hakeem Olajuwon à Houston. Oui. Ouais, c'est pas mal comme sorte d'introduction, etc. Pour t'entraîner pendant l'été. Ouais, non, c'est clair. T'es Hakeem Olajuwon, tu débarques de ton Nigeria natal, si je ne dis pas de conneries. Et tu te retrouves au poste bas avec Moses Malone dans le dos. C'est sympa. Et après, il s'occupait de Charles Barkley. Donc là, forcément, tu progresses. Donc, je pense que c'est toi qui as raison parce qu'il s'occupe de Charles Barkley après. Ouais. Et oui, c'est pour ça. C'est bien Houston. D'abord Houston, MVP de saison, et ensuite MVP des finales avec les Sixers. Et quand il arrive aux Sixers pour la saison 82-83. Ils sont champions. Et après, c'est en camp d'été qu'il a accueilli Olajuwon. Il allait à Houston faire des camps d'été. C'était le mentor, le maître Jedi de Barkley. Exactement. Et il est devenu, Barkley dit de lui,
dans son discours Hall of Fame, dit de Moses que c'est Moses qui lui a appris à devenir un homme. La plus grande influence dans toute sa vie. Voilà. Donc quand après t'as un mec comme ça au rebond, forcément ça peut avoir un petit impact. Il y a plein d'anecdotes, il y a des mecs qui disent Barclay qui dit comment ça se fait que je joue que 22 minutes, Moses il fait t'es gros, t'es fat. Ouais, exactement. Voilà, gros bosseur Moses qui arrêtait pas de grogner sous les rebonds, donc allez voir ses stats notamment et on n'oublie pas le linge humidifié. Toujours quand on va aller voir les stats de Moses Malone, on met bien, on humidifie la nuque pour éviter de tomber dans les pommes. On doit terminer après avec le poste 5, Alex. Poste de pivot, on a donc fait Magic, Jordan, Bird, Moses, Malone. D'ailleurs, s'il y en a qui ont mis des vrais postes 4, allez-y. Mais on va devoir terminer avec un poste 5. Qu'est-ce qu'on a comme pivot dans les années 80, Alex? Bill Laimbeer. Oui, là ça bastonne. Bien comme il faut. Sérieux. Oui. On est arrivé aussi de quelques gars, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing. Là, on est petit. On est petit, enfin je veux dire on est petit, on débarque dans la ligue. Je mets pas David Robinson, il arrive trop tard dans les années 80, on est d'accord. Mais Ewing et Olajuwon arrivent là quoi. Olajuwon 84, Ewing 85, donc oui, ils sont. Et puis impact tout de suite. C'est pas comme si les gars ils avaient besoin de 3-4 saisons pour se mettre en route. Tout à fait. Ewing. Et d'ailleurs limite, si je peux me permettre, petite anecdote, Olajuwon on aurait limite pu le mettre en 4 parce que qui est en 5 à Houston dans les années 80? Ralph Sampson, les Twin Towers. Olajuwon, on aurait pu le mettre en 4 dans les années 80. Eh oui. Regarde, maintenant il rien. Parce que Olajuwon démarre vraiment en ailier fort. Il peut grave. Et c'était Ralph Sampson qui était d'ailleurs allé voir ceux qui ne connaissent pas Ralph Sampson en termes de qualité athlétique pour un 7 foot qui galope, c'est incroyable. J'ai envie de citer en pivot années 80, j'ai envie de citer Robert Parrish. The Chief, le plus grand nombre de matchs, 1611 matchs. Voilà, 1611 matchs en carrière. Voilà. Ça joue un petit peu. Bob Lanier. Tout à fait. Artis Gilmore. C'est années 80. À San Antonio, on a le maillot. Gilmore, c'est 70-80. Il termine à San Antonio et on lui rend hommage. Tout à fait. Et puis on a un petit écraseur d'arceau aussi, Daryl Dawkins, c'est pas mal non plus. On n'a pas Brad Daugherty aussi Brad Daugherty, c'est fin des années 80. Il est vraiment à cheval. Non, mais il est à cheval. Mais Daryl Dawkins, il fallait aussi qu'on mentionne le Chocolate Thunder parce qu'au début des années 80, là, les arceaux, fallait les changer toutes les semaines. Carrément, c'est clair, c'est un malade lui. On a peut-être oublié un joueur, Alex. Kareem Abdul-Jabbar. No spoiler, donc, on n'a rien fait dans les années 70. Si Magic a eu 5 titres dans les années 80, faut savoir que Jabbar les a eu aussi. Et faut savoir que même s'il était plus vieux et moins virevoltant que dans les années 70, il dominait encore sérieusement le pépère Kareem. 8 fois All-Star dans les années 90. Non, 80 pardon. 8 fois All-Star dans les années 80 et c'est sachant qu'il joue quasiment pas l'année 81 et que 89 il prend sa retraite, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup le mec il est que All-Star avec des hooks encore. Je crois que c'est ça. Magic en a 9 et lui il en a 8. Voilà. Faut vraiment qu'on y est là. Ouais, et du coup il est même MVP des finales en 85. C'est ça, je crois. Le plus âgé de l'histoire? C'est pas 80. Oui, c'est 85 parce que c'est pas 86 vu que c'est Boston qui est champion. Voilà, mais je pense que ça va être 85 avec 87 c'est Magic et en 88 c'est notre ami Big Game James d'ailleurs. On l'a pas mentionné. Voilà. Oh le blasphème des Lakers. Rewind en fait. Il aurait pu être il est dans les ailiers, il est aussi dans les ailiers forts. Ouais. Mais il passe pas. Il passe pas dans le 5. Ouais. C'est bizarre qu'on l'ait pas mentionné. On l'a pas mentionné. Peut-être parce qu'il allait se taper des putes. Allez le savoir pour cette histoire. Non mais c'est parce qu'il avait été chopé. Il avait été chopé en train de. Enfin bref, c'est des rumeurs. D'accord. Des rumeurs, blablabla. C'est des rumeurs. Désolé pour le blasphème, mais c'était vrai. C'est une histoire vraie. Donc bref, je le laisserai à ça. Obligé de prendre Kareem, incroyable sur cette décennie, on est obligé de le mettre en pivot et donc il est plus fort que les autres pivots qu'on vient de citer. On peut l'avoir dans plusieurs décennies. Ben c'est possible, il y a quelques joueurs comme ça qui peuvent éventuellement peut-être. Pas de spoiler. Être dans plusieurs décennies, cela est possible. Cela est possible. Donc juste du coup pour faire un petit récap avant de faire le 6e homme et le coach, rapidos, on fait le petit récapitulatif pendant que Alex nous prépare ça. Meneur de Los Angeles, monsieur Magic Johnson. Exactement. Numéro 2 de Chicago, North Carolina, blablabla, Michel Jordan. Ensuite, poste 3, Larry Legend Bird. Voilà. Ailier fort, on a mis Moses Malone. On a mis Moses Malone en ailier fort. Trop petite, voilà, qui va peut-être énerver. Petit blasphème, petit switch. Et Kareem Abdul-Jabbar. On est obligé de le mettre. Voilà. Je peux te poser juste une question avant de faire 6e homme et le coach. Est-ce qu'avec ce genre de quintette, on a probablement 5 des 20-25 meilleurs joueurs de l'histoire? Oh bah 5 des 25. Non mais je veux dire, si on enlève Moses, on peut dire qu'on a 4 des 10. On a Kareem, Bird, Jordan et Magic. On a quand même, si ça se trouve, 4 des... C'est ça qui est ouf en fait avec les décennies des années 80. C'est qu'on a 4 joueurs qui sont quand même ouf. Je pense que je les mets tous dans mon top 10. That's the point. Si je devais faire un top 10 all-time, si jamais un jour peut-être on fait un top 10 all-time, je pense que peut-être je pourrais éventuellement tous ces joueurs-là dedans. Ouais, potentiellement. Mais c'est pas sûr. C'est ça qui est ouf avec cette décennie des années 80. C'est qu'on a des gars qui sont iconiques. Allez, c'est parti, un petit remplaçant. Alex, qui tu me mettrais en remplaçant un petit peu le coup de cœur? Là aussi, balancez votre coup de cœur. Isaiah Thomas. Ça y est, c'est réglé.
hop. C'est réglé, ouais. Obligatoire. Bah, tu veux mettre qui? Vas-y, dis-moi. Non, c'est pour savoir, tu le développes parce que c'est vraiment ton gars. C'est ta petite minute, tu vois, où tu peux en parler un petit peu. Si on part dans un esprit de 5 équilibré, j'aime bien finalement prendre Isaiah Thomas, puisque, en fait, comme Magic peut jouer tous les postes sur un terrain de basket, je trouve ça plus intelligent que ton 6e homme soit un meneur, comme ça, soit il remplace Magic, soit Magic va jouer n'importe quel poste. Bien sûr, voilà, c'était un peu l'idée. J'entends, ok. C'était mon idée. Et deuxièmement, parce que je trouve qu'il est énorme, et je pense qu'il n'y a pas de joueur parmi tous les deuxièmes qu'on a derrière, donc Magic, Jordan, Bird, Moses et Jabbar. Pour moi, c'est Isaiah le plus fort, en fait. Du coup, voilà, ça fonctionne. Je prends. Eh bah très bien. Et bah du coup, moi, mon remplaçant, eh bien écoute, pareil, je vais encore servir de bouée de sauvetage parce qu'on a oublié un monsieur et mine de rien, on l'a oublié. Et en plus, c'est très bien parce que ça va être mon coup de cœur. Qui ça? Merde. BK from BK, Bernard King. Bernard. Oh, Nanar, on a oublié Nanar. Bernard King, que je suis obligé de mentionner. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'était mon coup de cœur. Donc tu vois, c'est parfait. Oh, Nanar. Je voulais l'avoir en 6e. Qui s'est fait le genou, lui. Incroyable scoreur. Non, mais incroyable scoreur. Oh, scoreur hallucinant. De ouf, hein, le plus grand nombre de points sur un match de Noël. Je crois un truc comme ça, tu nous avais fait la TBNL notamment. Ouais. Là, The Ball Never Lies de Bernard King. Il y a 2 matchs à 50 points d'affilée qui sont complètement dingues. Ouf, dans les ailes, il était ouf. Un enfant de Brooklyn qui vient, qui cartonne tout avec les Knicks. Qui après a bien aimé cartonne les Nets. Oui, qui en dehors des terrains aimait beaucoup les... C'est des rumeurs. Encore des rumeurs? C'est des rumeurs. Les seringues. Mais pour le coup, voilà, on était obligé un petit peu de le mentionner parce que Bernard King, c'est quand même... Moi, c'est mon petit coup de cœur des années 80, j'aime beaucoup ça. Pur joueur. En coach, qui on doit prendre? Pat Riley. Y a-t-il débat? Pat Riley? Bah, je sais pas, en même temps, est-ce qu'il y a débat pour un mec qui a gagné 5 titres dans les années 80 ou pas? Comment ça se passe? Compliqué. Coach rookie, champion. L'autre, c'est Steve Kerr. Ça s'est fait comme ça. L'autre, c'est Steve Kerr. L'autre, c'est ce qu'il y a que Steve Kerr qui l'a fait. Ah, elle a récupéré, comme Steve Kerr d'ailleurs, il a récupéré un effectif fabuleux et parfaitement travaillé par Paul Westhead, son prédécesseur, qui était un coach. Il y a un petit ESPN 30 for 30 sur Paul Westhead qui s'appelle Guru of Go. Voilà, allez-y, c'est pas mal. Hein. C'est un pur niveau basket, c'est pur reportage. Non, c'est clair. Paul Westhead qui lui avait mis bien de ça, mais l'autre derrière, parfait. Incroyable Showtime de ça va en finale tout le temps et ça gagne 5 bagues. Les bons speeches, la gomina. Je vois pas trop quel autre coach. Il y a Casey Jones qui a gagné des bagues. Non, mais on peut. Tu vois. Non, c'est trop compliqué. Il y a Cunningham qui avait fait un peu le boulot avec les Sixers, mais c'est tout. Après, on peut pas. Après, t'as Chuck Daly. Ouais, mais ça arrive. Voilà. Non, mais t'as Chuck Daly qui peut venir. T'inquiète, ça arrive. Pour son travail fait sur les Pistons et pour arriver à la fin des années 80 à dominer, c'est le seul qui, pour moi, peut rivaliser avec Pat Riley sur les années 80 en termes de coach. Tout à fait. Pat Riley est au-dessus. Pat Riley, on le garde. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ceux qui veulent le savoir, ça aussi, c'est un petit point historique à savoir. Il faut savoir que Pat Riley, à la base, est commentateur avec Chick Hearn des Lakers. Et ensuite, il se fait recruter. Ils font, il y a un poste de coach. Tu veux? Voilà, donc si jamais Jacques Monclar, non mais si jamais Réverchon, Jacques Monclar, etc., ils veulent se faire un petit kiff avec l'équipe de France, on fait la bise à Vincent Collet. Hein, voilà. Donc. Petit récapitulatif, bien évidemment, en rapidos pendant que vous nous balancez tous vos commentaires parce que c'est une décennie de ouf, les 80s. À la main, Magic Johnson, Michael Jordan en arrière, Larry Bird en ailier, Moses Malone en 4, Karim en pivot, un petit 6e homme, tu nous as pris Isaiah Thomas, j'ai pris BK from BK, Bernard King from Brooklyn, et ensuite en coach, nous avons pris Pat Riley, hands down. Voilà. Décennie de ouf. Ouais. Franchement. Monstrueux. Sans eux, le basket, on serait sûrement pas là. Et c'est ça, c'est avec ça, notamment avec ce message sur lequel on doit terminer un petit peu ce top 5 de la décennie 80, tout à fait, c'est. Si Magic, Larry ne font pas le taf de ouf identitaire, émotionnel et avec David Stern, parce qu'on a le mentionné aussi, la NBA, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Clairement. Voilà. On n'en serait pas là. Et là-dessus, on va pouvoir terminer. Mais évidemment, nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Top 5 All-Time. Après les années 60, 70 et 80, Alex, il y aura quoi? Les années 90 peut-être. Hein. J'ai déjà mon 5, je peux le donner. Non. À la prochaine. Ciao.